Aniva et Malek Chebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialistes de l'islam, tous les deux, par vos livres, par vos grands reportages, Aniva, par votre connaissance des textes, Malek Chebel. On va parler du monde islamique, du monde musulman, de la foi, de la guerre, du sexe. C'est un de vos domaines de prédilection, Malek Chebel. J'étais pas au courant. Vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Parler. Le monde musulman a pris une telle place dans l'actualité, dans les journaux télévisés, dans nos vies. Quand on se remémore il y a 30 ans, 40 ans, ce n'était pas le cas du tout. Et est-ce que vous vous rappelez, d'ailleurs, premier souvenir, le moment où vous avez dit, voilà, ce sera une grande affaire du 21e siècle? Aniva. Je ne peux pas dire que je me suis dit ça, mais c'est vrai qu'avant le 11 septembre 2001, moi j'étais aux prises d'une grande guerre, la guerre de Tchétchénie, qui est ma première confrontation d'abord avec la guerre et ensuite avec une autre religion, donc l'islam. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 27, 28, et là tous les jeunes combattants que je rencontrais me parlaient de l'islam, et on parlait du Coran, et ils m'apprenaient des choses, et j'essayais d'écouter, et je me disais c'est une espèce d'obsession. Premier face-à-face avec les islamistes. Alors, il y a une version un peu bien pensante qui est toujours de dire ils sont fous, ils sont détraqués, etc. On en voit certains qui ont l'air heureux. Est-ce qu'on peut être fanatique heureux? Vous avez vu des islamistes heureux? Non, mais je ne sais pas, fanatique heureux ou islamiste, je ne sais pas si ces jeunes dont je vous parle étaient des islamistes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se cherchaient. Ils se cherchaient dans l'islam, ils se cherchaient dans la guerre aussi. Et moi, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Voilà, j'aime pas trop, je préfère nuancer cela. Malek Chebel, vous êtes algérien, né en Algérie. C'était un autre temps. Vous me disiez tout à l'heure, c'était un islam vraiment tellement différent. Débonnaire, c'est le mot qui vous est venu. Débonnaire. Un islam, on va dire, de paix. Un islam de tolérance, de respect. J'allais dire d'indifférence en soi sur le plan de la religion en elle-même. Dans les années 70, 80 en France, moi j'étais déjà à Paris, et j'ai déjà vu, si vous voulez, poindre le problème de l'islam. De manière très simple, c'est que je voyais une grosse immigration orientale, d'origine musulmane, maghrébine, marocaine, tunisienne, algérienne, etc., qui n'existait pas dans le radar, si vous voulez, de la visibilité française. Et donc ils existaient d'abord en tant qu'ouvriers, chez Citroën, Renault, etc. Et je me suis rendu, et ils faisaient leur prière, leur ramadan, et la prière en catimini dans les usines, parfois dans les bureaux. Je me suis dit, ça ne colle pas à la réalité. Un jour, ça va éclater. Et puis pour résumer la chose, c'est que le 10 septembre 2001, la France et l'Europe et le monde s'est couché tranquillement avec un certain nombre de millions d'ouvriers chez Citroën et ailleurs. Et ils se lèvent le lendemain matin. Ils ont 10 millions d'islamistes, parce que pour eux, ils sont passés de l'islam directement à l'islamisme. Et c'est là que, sur le plan politique, si vous voulez, les choses ont pris place à mes yeux. Est-ce qu'on en parle trop? Ce mot de terreur, pardon Darius, terreur, le mot de terreur est apparu le 11 septembre 2001, la guerre contre la terreur, et on y est encore. Et il est devenu obsédant. Quand on regarde les journaux télévisés, si on fait le compte des sujets sur l'islam, les pays musulmans, les guerres concernant des pays musulmans, ça a pris une ampleur telle. Est-ce qu'on en parle trop? Et les thèmes sous-jacents, parce que quand on parle de l'immigration actuelle, quand on parle des boat people qui viennent de Méditerranée, derrière c'est l'islam. Quand on parle de l'insécurité de l'emploi, quand on parle de l'insécurité à l'école, l'identité nationale, le problème de l'islam dans les programmes scolaires. Donc ça s'est ramifié à peu près partout. Je dis, est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on en parle bien? C'est tout le sujet. Ce n'est pas tellement le volume qui compte. Comment en parle-t-on? C'est la manière dont on aborde des sujets. Le groupe État islamique, avec sa machine de propagande terrifiante, vous dites, Aniva, il y a une fascination de l'horreur. C'est très dangereux. Ces images du groupe État islamique, elles sont faites aussi pour séduire, même dans l'horreur. Il y a une fascination de nos jeunes pour la violence, et pas que de nos jeunes. Les images télévisées sont pleines de cette violence. Les films sont pleins de cette violence. Ça se mélange à la réalité. Moi, je ne suis pas dans la tête de ceux qui partent combattre, mais j'ai parlé à des jeunes en Tchétchénie, donc il y a un certain temps, qui étaient déjà à l'époque partis là-bas. Et ils avaient envie, pour exister, d'aller commettre des actes violents. Aniva et Malek Chebel, vous parlez d'un islam, alors avec ses dimensions violentes, extrêmes, dégénérées, etc., mais aussi d'un autre islam de charme, où la femme n'est pas forcément aussi diminuée que ce qu'on dit parfois. Vous l'avez décrit, vous êtes allé dans les pays où pourtant on a l'impression que la femme est dans une très mauvaise posture, en Afghanistan, en Irak, et vous dites que c'est plus compliqué que ça.
Moi, je ne suis pas musulmane et je suis une femme occidentale. Pour mes reportages, je suis très respectueuse des pays dans lesquels je vais. D'abord, c'est une question de sécurité. Je vais dans des pays en guerre, je ne vais pas m'habiller en femme occidentale. Donc, je suis habillée comme une femme locale. En Afghanistan, je porte la burqa. En Irak, je mets une abaya. Donc, je parle aux femmes parce que je suis une femme. Et souvent, plusieurs fois, en Afghanistan, des femmes m'ont dit... Je parlais de la burqa, qui est un sujet compliqué en Occident. Et ces femmes m'ont dit, mais pour nous, Anne, tu ne te rends pas compte, mais la burqa, c'est la liberté. Ça veut dire que si nous n'avions pas la burqa, eh bien, nous ne pourrions pas sortir de la sphère privée et aller dans la sphère publique. C'est uniquement leur façon de voir à elles. Vous entendez ça, avec Chebel? Moi, je l'entends parce qu'évidemment, j'ai une connaissance intime de l'Orient, étant né là-bas, et je travaille sur cet Orient-là. En réalité, tout le monde sait que je suis contre la burqa. J'estime que s'il fallait choisir, c'est enlever la burqa à tout le monde et éduquer tout le monde. Éduquer les hommes, le regard de l'homme sur la femme, le regard de la femme. Il y a beaucoup de travail. Et le travail de la société. Mais ce qui me frappe le plus dans cette zone un peu de tolérance et de respect pour ce qui est de l'amour et de la tendresse en Orient, précisément là-dessus, c'est un sujet qui me passionne, c'est le dispositif global de l'islam et de la tradition qui aménage des zones de liberté et de respect qui sont extraordinairement développées par rapport à l'Occident. Est-ce que ça veut dire, pardon, que comme dans les sociétés traditionnelles chrétiennes, même si la femme souvent était dans une position apparemment inférieure, dans le secret de la maison, dans certaines circonstances, comme les matrones romaines, elles ont quand même une forme de pouvoir? Moi, je pense que les femmes dans l'islam ont énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'on en donne la publicité, parce que tout se passe justement dans la sphère privée. Moi, je n'ai jamais, en tant que femme dans des pays musulmans, été maltraitée ou traitée de façon humiliante ou non respectueuse, jamais. Mais c'est sans doute parce que moi-même, je respectais les personnes que j'avais en face de moi. Mais les femmes que j'ai rencontrées m'ont toujours posé énormément de questions, au moment où elles se sentaient le plus en confiance, sur justement, finalement, la réalité des relations hommes-femmes en Occident, qui leur paraissent très, très, très bizarres, très différentes des leurs. Donc c'est ce dialogue-là entre moi et ces femmes que j'ai beaucoup aimé. Comment expliquer cette dualité avec Chebel? Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi les mariages forcés, l'humiliation de la femme, la burqa forcée, etc. Beaucoup d'horreurs. Comment est-ce que vous mariez ces deux choses-là? C'est très simple. Le pouvoir de la femme. Dans mon dernier livre, j'ai démontré d'une manière quasi scientifique la surpuissance de la femme dans l'éducation des mâles arabes, des mâles orientaux. Et j'ai créé même un concept pour ça, c'est le maternel. C'est-à-dire que la femme a une puissance énorme dans le fait de fabriquer l'affectivité de l'homme dans cet Orient. Ça, c'est le lien charnel qu'une maman a avec son bébé. Pour le reste, l'humiliation de la femme, c'est la politique, c'est la jonction de la politique et la religion, la tradition, et le fait que le patriarcat continue à fonctionner avec un regard phallocratique très fort. Et donc, il faut faire le divorce là-dedans. À l'intérieur, il faut faire le tri, parce qu'il y a des hommes qui ont créé la charia et des lois anti-féministes, finalement. Ce sont des hommes qui eux-mêmes avaient une éducation très forte masculine et qui n'avaient pas forcément la distance critique que nous avons aujourd'hui. Et l'hypocrisie. Et qui ont laissé l'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie. Et ils sont eux-mêmes victimes, précisément, en tant qu'hommes, de cette hypocrisie globale. Absolument. Il faut lire absolument votre livre. L'érotisme, c'est un des livres qui ont le plus marqué. Vous êtes allé contre beaucoup d'idées reçues en disant l'érotisme arabe. Il y a une sexualité très forte et un accord, une importance de la femme en sexualité dans le monde musulman. Absolument. Et je dis de même dans ce livre que les préliminaires sont très, très développés dans le monde oriental pour une raison simple, c'est que quand on ne veut pas que la femme soit non vierge au mariage, donc on passe beaucoup de temps à la caresse, au baiser, aux attouchements. C'est très important, ça. La douceur. Et la douceur, et la femme va au hammam, il y a des massages. Et donc, toute la préparation, l'imaginaire de l'amour est extrêmement développé dans l'amour oriental. Et c'est pratiquement un chapitre en soi. Vous citez beaucoup de textes érotiques très crus, ça ferait rougir presque Aniva, si elle était du genre à rougir, ce qui n'est pas le cas, où vous décrivez la pénétration, l'importance de faire durer la pénétration. Absolument. Et puis les aphrodisiaques, et puis les accords pratiquement parfumés des corps entre eux, c'est une science en soi chez les orientaux. Et j'ai pris plaisir à faire connaître ça au public occidental, parce qu'ils n'imaginaient pas, ils étaient à 10 planètes plus loin, de penser que l'Orient est capable de produire
des aphrodisiaques, des parfums. Telle douceur. Une telle douceur. Et Ça un a respect choqué. de la femme. Franchement, ça a choqué, non? Ça choque les hypocrites, précisément, qui veulent garder le pouvoir tel qu'il est, à ne pas laisser se mouvoir, et laisser se libérer la femme du carcan misogyne, parce qu'il y a des misogynes, évidemment, contre lesquels il faut se battre. Et on se bat comme dans l'amour, comme pour la politique, par la connaissance et par le respect. C'est votre grande arme, Alex Chebel. Hein. Vous maniez des sujets très provocants, mais vous n'attaquez jamais ni le prophète, ni les textes sacrés. Vous dites, on n'a jamais reçu de menace de mort, c'est vrai? Je ne reçois pas j'espère ne pas en recevoir pour le reste de ma vie, parce que je n'attaque pas le prophète. Il est né en 570, il est mort en 632. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'attaque pas le Coran, parce qu'il y a 1,8 milliard d'individus sur cette planète qui croient à ce Coran-là. Pourquoi voulez-vous que j'attaque le Coran? Donc, et le chiffre est exact puisqu'il est donné par le Saint-Siège lui-même. Donc, c'est vous dire que... On voit toutes ces contradictions. Hein. Dans l'image de la femme, cet érotisme, mais en même temps des femmes qui sont brimées. Vous avez été dans des pays très dangereux. Hein. Vous avez risqué votre vie. Moi, je vais dans des pays en guerre, qui se trouvent être des pays musulmans. Le regard des musulmans, des Arabes et des musulmans, sur vous, vous l'avez senti comment? Si on peut généraliser? Non, je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Certaines de mes collègues ont eu des problèmes dans des pays musulmans. Je pense à cette journaliste américaine en Égypte. Mais il s'agissait d'une grande place et d'une foule. Et une foule est toujours potentiellement très dangereuse. Voilà. Moi, je ne me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation. J'évite ce genre de situation, j'évite la foule. Mais je dois dire qu'effectivement, il ne m'est jamais arrivé aucun problème. Et pourtant, c'est toujours aux hommes que j'ai affaire en premier, parce que ce sont les hommes qui font la guerre, ce sont les hommes qui sont dans la sphère publique. Mais ces hommes me ramènent chez eux, me font connaître leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, etc. Et je crois que ces hommes me considéraient à la fois comme une femme, mais pas une de leurs femmes. C'est-à-dire, je ne suis pas une femme de leur pays, de leur culture. Je suis une femme occidentale, mais qu'ils voient avec un métier d'homme, puisque reporter dans la guerre, c'est plutôt très masculin, et dont ils estiment la venue, finalement, et la curiosité qu'elle peut avoir pour eux. Vous n'avez jamais senti la jalousie de femmes qui n'ont pas la chance que vous avez de pouvoir faire une carrière, de voir, etc., sur vous? J'ai senti la curiosité inouïe que pouvaient avoir certaines femmes pour l'indépendance que je représentais à leurs yeux, le fait d'avoir cette carrière, d'avoir choisi mon mari, etc. Mais j'ai également ressenti de la part de beaucoup d'entre elles une espèce de peur vis-à-vis de cette liberté. C'est-à-dire, quand elles me posent des questions, et la première question que ces femmes souvent me posent, c'est: comment ton mari a-t-il pu te laisser faire ce que tu fais? Et je leur dis: mais parce qu'il m'aime, parce qu'il me respecte. Et alors là, évidemment, on est devant des questions pratiquement philosophiques. Et souvent, d'ailleurs, l'homme de la maison qui a traduit, au fin fond de l'Afghanistan ou de l'Irak, cesse de traduire à ce moment-là, parce que ce sont des questions assez gênantes. On voit bien ce que vous décrivez, ces sociétés qui sont islamistes sans le savoir, d'une certaine manière, très traditionnelles, comme une société chrétienne pouvait l'être il y a 100 ans. Hein. Oui. Ça, c'est un idéal ou c'est affreux? Je veux dire, beaucoup citent en exemple la Turquie, par exemple, en disant c'est un peu comme la démocratie chrétienne d'il y a 60 ans. C'est un islam très conservateur, assez inégalitaire à l'égard des femmes, mais peu guerrier, pas terroriste. Vous partagez cette idée-là? Écoutez, ce que je sais à titre personnel, c'est que ce sont des notions, c'est des choses et des univers très complexes, qui a des niveaux de développement différents d'un pays à l'autre, et que les variables, les facteurs qui expliquent ces développements sont tellement différents les uns des autres. Par exemple, la Turquie. Prenons la Turquie. La Turquie, elle est un pays elle est bicéphale, si vous voulez. Il y a une dimension laïque, et ils tiennent vraiment à la laïcité. Presque, ils sont plus laïques encore que les Européens, que beaucoup d'Européens. Je peux vous donner des exemples. Et en même temps, ils sont traditionnels. C'est que d'un côté, ils ont une identité européenne, de l'autre, ils ont une identité musulmane. Et il faut faire cohabiter les deux identités. Donc, ce n'est pas évident pour eux de trouver le bon mixage, la bonne température. Donc, je dis que la Turquie. Prenons un autre exemple, le Liban. Et ce n'est pas évident même pour nous, pardon. Ce n'est pas évident même pour nous. Déjà, même pour nous, ce n'est pas évident. Je dirais en France. Des pays laïcisés, sécularisés. Cet équilibre. Donc, c'est vous dire que la Tunisie, par exemple, on voit bien qu'elle est ballottée entre deux univers, deux mondes différents. D'un côté, elle est attirée et fascinée par l'Europe, mais elle ne veut pas tout de l'Europe, même si les femmes se battent en Tunisie pour leur affranchissement, leur liberté. Et une autre partie de la Tunisie tient à l'ancrage arabo-musulman. Malek la rencontre avec la foi, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Dans le grand reportage, dans les textes,
ici en Occident, la foi est devenue tellement affadie, tellement gentillette souvent. Hein, on estime qu'on ne doit pas tuer pour sa foi, on ne doit pas non plus être tué, on ne doit pas être martyr. On est face à des gens, vous avez été face à des gens qui, eux, pensent que parfois il faut tuer pour sa foi ou être tué. Ça a été une rencontre forte pour vous? Non, c'est-à-dire, moi, j'ai le plus grand respect pour des gens qui ont la foi, quelle que soit leur religion. Et j'ai plutôt le souvenir, là, de mosquées dans lesquelles j'allais pour essayer de voir des imams, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et dans lesquelles je trouvais une paix extraordinaire, une plénitude, une beauté. L'heure de la sieste, tout le monde dort à la mosquée. Et c'est donc pas du tout les images de terrorisme qu'on nous montre tout le temps. Mais les combattants aussi, vous les avez vus. On parle là d'autres catégories. Oui, mais j'ai rarement vu des combattants qui m'ont véritablement convaincu que ce pourquoi ils combattaient était leur foi. Véritablement, rarement. Ma thèse à moi est très simple. C'est l'absence de foi qui mène à la guerre. Ce sont les gens qui manquent de foi et qui manquent d'assurance, et qui manquent de confiance en eux, et qui ont besoin d'avoir des mentors, souvent négatifs, de mauvais esprits, souvent très lointains, qui recourent à cette voie faible, voire extrêmement mauvaise et absolument non reconnue par l'islam traditionnel, de devoir faire la guerre à autrui. Est-ce que c'est pas un peu irénique, ça, les chrétiens, les protestants, les catholiques s'égorgeaient de bon cœur il y a quelques siècles, voilà, ils étaient portés par une foi plus forte que ce qui est maintenant. Oui, mais je pense que c'est pas aussi une bonne foi, c'est pas une voie positive dans le sens où, si c'était une bonne foi, elle serait restée. La preuve, c'est qu'une fois que les guerres sont terminées, on passe à autre chose. Et moi, c'est pour ça que je suis optimiste pour ce qui est de l'Orient et de la situation actuelle, parce que je sais que c'est une fièvre momentanée, désastreuse, négative, parce qu'on est hyper connecté et donc amplifié, mais elle est momentanée parce que c'est pas sincère. Ils ne font pas dans un de mes livres, je dis la guerre pour les femmes. Vous voyez, on pensait que c'était une guerre sainte. En fait, non. Beaucoup de tyrans allaient juste chercher les femmes dans les pays voisins et ils ne font pas passer ça pour des guerres saintes. La religion, pour vous, quand on est au contact du phénomène religieux, mais on a soi-même une religion, j'aimerais que vous disiez quelques mots, Alex Chapelle, sur vos origines. On parlait tout à l'heure de la religion telle que vous l'avez connue enfant, oui. Débonnaire, etc. Oui. L'islam était peu présent, l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans l'Algérie de votre enfance? C'est-à-dire que l'Algérie de mon enfance, on apprenait l'islam à l'école coranique, comme tout le monde. Mais c'est tellement débonnaire et bon enfant que même mon enseignant à moi, que j'ai après par la suite recontacté, retrouvé, etc., sur des questions plus problématiques, plus fondamentales, de doctrine, de théologie, etc., m'a avoué qu'il m'enseignait le Coran sans même le comprendre. C'était pratiquement un chant de musique. Donc, c'est pourquoi j'ai gardé d'ailleurs une bonne appréciation de ces cours de Coran qui étaient des cours de chant et de vocalise. Et en fait, on n'avait pas ce problème de politisation. C'est le drame, c'est la politisation. C'est l'idéologie qui s'est incrustée sur cette dimension-là et qui a tout transformé, à la fois au niveau de l'échelle et au niveau de la profondeur et puis de la tragédie que ça comporte. Aniva, vous, foi protestante, hein? Moi, je suis protestante, oui. J'ai été éduquée dans la religion protestante. Je suis protestante. En Suisse, c'est courant. En France, ça l'est beaucoup moins. C'est une identité quand même particulière. Absolument. Ça a compté pour vous? Oui et non, mais je dois dire que par rapport aux jeunes que je vois et que je côtoie dans tous ces pays où je vais, beaucoup moins, mais parce que je ne vis pas dans un contexte guerrier. J'ai cette chance-là. Et on vient de le dire, les guerres d'aujourd'hui, et moi je suis un peu moins optimiste que Malek dans le sens où aucune de celles que j'ai couvertes, ni en Afghanistan, ni en Irak, Syrie, n'est finie aujourd'hui, eh bien, induisent une instrumentalisation de la religion terrifiante. Si on fait de la futurologie, le livre de Houellebecq continue à faire une carrière incroyable, hein, les tirages sont là pour l'attester. L'idée que, tôt ou tard, l'islam pèsera en Europe démographiquement, même si c'est une forme un peu atténuée, mais enfin, prendra de l'importance. C'est crédible d'après vous, Alex Chapelle? Moi, à mes yeux, vous voyez, les calculs sont très simples. Il y a 1,8 milliard de musulmans, on est 10 millions en Europe, sur toute l'Europe. Bon, l'islam ne pèsera que par la qualité des musulmans qui vont le porter à des niveaux supérieurs. S'il n'y a pas de médecins, s'il n'y a pas d'hommes politiques valables, s'il n'y a pas d'avocats, s'il n'y a pas d'enseignants, s'il n'y a pas de théologiens valables, l'islam ne pèsera jamais vraiment en Europe, ni ailleurs du reste. Un président musulman en France, c'est possible? À une échéance? À quelle échéance?
Moi, je dirais un siècle, Obama. Rendez-vous une dans un femme siècle. présidente en France. Une femme, c'est déjà difficile. On n'est même pas sûr. L'utopie, là. Ouais. Houellebecq, j'ai bien suivi l'affaire Houellebecq. C'est de l'utopie pure. Ça n'a aucune espèce de réalité ou de réalisme dans l'immédiat. Obama, un siècle, s'il n'y a pas de crise profonde. Parce que d'ici un siècle, il y a peut-être les musulmans seront sécularisés au point qu'on ne parlera plus d'un président musulman, mais d'un président laïque, aimant la France ou aimant la Suisse, ou aimant peut-être la Suisse surtout pas, je ne pense pas, dans l'immédiat. Donc, mais non, un siècle Obama, si tout le monde est d'accord pour que l'islam soit intégré dans ce pays. Anniva, vous avez signé des reportages sur le monde entier. Aujourd'hui, vous faites une enquête sur la France. On vous lira bientôt. Oui, je vais enquêter en France comme j'enquête dans des pays étrangers, en immersion. Ouais. Comment est-ce qu'on s'immerge en France? Je vais le faire bientôt, je vous dirai, Darius. Ça sera peut-être d'ailleurs pas aussi facile, je ne serai peut-être pas aussi bien accueillie que dans les fins fonds de la campagne afghane ou irakienne. On verra. Vous, quand on vous demande si un président musulman en France, c'est possible? Personne ne me le demande. Parce que tout le monde sait que c'est vraiment une éventualité très lointaine. Mais moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que ce que je n'aime pas, enfin, dans ce livre de Houellebecq, c'est toujours d'agiter la peur de l'islam. Moi, je n'ai pas peur de l'islam. Et j'aimerais qu'on n'en ait pas peur. Moi, je me découvre une âme de protestant aussi. Je suis peut-être le seul protestant musulman dans cette planète d'aujourd'hui. Je pense que c'est par la raison, par le respect d'autrui, par le vivre ensemble, vraiment sainement vécu, par le dialogue que nous arriverons à vivre avec l'islam, mais sans que l'islam ne soit de son côté non plus belliqueux et intrusif. Donc je pense que nous arriverons à trouver un bon équilibre entre une foi sincère des musulmans qui croient en leur Dieu chez eux, dans l'intimité, et un vivre ensemble qui est plus fondé sur la notion d'état de droit, de règles, de rationalité, de philosophie, de dialogue, de respect. On est 4 mois après les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu beaucoup d'hésitation de l'opinion, beaucoup d'hypocrisie. Aussi, beaucoup de gens disent « essayons d'avoir de l'islam une image meilleure » et en même temps, par derrière, souvent ont une opinion négative. Comment, 4 mois après, quel bilan vous faites? Écoutez, si j'ai la possibilité d'en parler, de dire un mot, je pense que moi je suis très... J'ai vécu ça au quotidien, évidemment. Comme vous savez, l'affaire de Charlie Hebdo, à partir du 7 janvier jusqu'à maintenant, je suis même d'ailleurs épuisé physiquement à force d'intervenir à tout bout de champ. On vous a toujours pris comme le musulman des Lumières, le musulman progressiste, etc. C'était presque un rôle, quand vous a, dans tous les médias, on allait vous chercher pour ça. Oui, je ne sais pas pourquoi ils me cherchent de toute façon. Bon, vous savez, les raisons sont multiples. Le but est que mon rôle à moi est un rôle de pédagogue. C'est le rôle que je veux tenir. Ça, c'est avec mon consentement personnel. Ceci étant, je vois aussi, si vous voulez, je suis aussi un être humain par ailleurs et j'ai aussi mon compte à soi et je vois comment fonctionnent les gens. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens, ça a réveillé des démons cachés depuis longtemps. On peut se permettre, si vous voulez, des outrances à l'égard de l'islam qu'on ne se permettait pas avant. Mais en même temps, ça a été une prise de conscience de l'ensemble du team national de dire que nous avons une religion chez nous et nous ne la connaissons pas. Et donc mon rôle est d'essayer de faire connaître cette religion. Anniva, 4 mois après. On en est encore loin de la connaître, cette religion. Et moi, j'ai été très choquée par ces attentats, puisque je suis habituée à couvrir des guerres, mais que ça se passe dans mon pays, ça a été vraiment triste. Mais pour moi, le plus difficile, c'est que ce malaise qui existe en France, ce déni justement de... Tout le monde n'est pas Charlie. Il y a du « je suis Charlie », il y a du « je ne suis pas Charlie » et il y a aussi autre chose qu'il faudrait essayer d'expliquer. Or, personne ne l'explique aujourd'hui. C'est bien là-dessus que je vais travailler dans ce livre. On vous lira donc, Anniva, comme on peut lire vos reportages sur la Tchétchénie, sur l'Afghanistan, sur l'Irak. Malek Chebel, vous signez L'inconscient de l'islam aux éditions du CNRS. Et puis vous êtes à Genève pour le festival Histoire et Cité. Absolument. Voilà, qui vous a réuni festival. Qui continue. Et l'érotisme arabe sur lequel ça reste votre dada, Malek Chebel. Mais oui, mais parce qu'il a très bien vendu. L'érotisme arabe Moi, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Mais il a très bien vendu lors du festival Histoire et Cité. Oui, ils sont partis de... Ça prouve bien qu'il y a une demande en Suisse également sur cette question de l'érotisme. Il y a un manque d'érotisme en Suisse, vous trouvez? Non, je ne dis pas qu'il y a un manque. Attendez, non. Je dis qu'il y a une demande. C'est une curiosité saine. Et je l'encourage. Merci, Anniva et Malek Chebel. Merci beaucoup. Merci.